Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion. Bonjour à tous. Avant de commencer et avant que j'oublie, je voulais quand même remercier Maxime et Marine qui ont monté toute cette matinée sur les médias ici au Web Today. Donc merci à eux. C'est eux qui ont réuni toutes ces tables rondes, qui ont fait la connexion notamment avec les journalistes ukrainiens juste avant. Si vous étiez là depuis ce matin, vous avez eu une première table ronde sur les innovations dans les médias au-delà de l'article. Là, on va parler d'argent, on va parler de monétisation des médias avec 4 modèles économiques très différents. Je vais peut-être vous laisser vous présenter vous-même un à un, et puis après j'aurai des petites questions. Il y aura un peu de temps aussi pour les questions de la salle. Je pense que vous avez aussi, que vous soyez professionnel des médias, que vous soyez lecteur de médias, je pense que ça intéresse tout le monde de savoir comment on finance et comment on monétise l'information pour continuer à avoir du journalisme de qualité. Je ne sais pas, Marion, peut-être que tu veux commencer. Bonjour à tous, merci Benoît. Moi je m'appelle Marion Wies, je suis directrice marketing d'une société qui s'appelle Pool. On vend globalement des paywalls pour la presse. Vous savez, c'est le petit truc qui vous coupe dans votre lecture quand vous commencez à lire un article pour vous demander de vous abonner. Et puis je suis aussi rédactrice en chef d'un média professionnel qui s'appelle The Audiencers, où on s'adresse aux professionnels des médias et des marques. Voilà. Et avant ça, j'ai bossé longtemps en presse, une quinzaine d'années. Notamment chez Challenge. Absolument. Merci, bonjour à tous. Merci Benoît pour l'invitation et merci au Web Today de nous recevoir. Très heureux d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Adrien Labastire. Je dirige une société qui s'appelle Kessel.media, qui est une plateforme de newsletter. Comme il peut y en avoir d'autres, on envoie des mails, on monétise. Je vais vous raconter un peu ce qu'on fait en payant et en pub. Et moi, dans ma vie précédente, j'avais monté une société dans un genre un peu différent qui s'appelle Golden Moustache, qui faisait des vidéos d'humour sur Internet. Et fort de cette expérience, je me suis dit qu'est-ce que je peux appliquer de ce qu'on avait vu dans la distribution digitale, le marketing des talents et comment monétiser justement les audiences sur Internet. Et je me suis dit, ce serait intéressant d'appliquer ça au métier de l'écrit. Et donc, on a monté Kessel il y a 1 an et voilà, et ça commence assez bien quand même. Bonjour à tous. Je suis Lou Grasser, je travaille pour Le Monde, je suis directrice marketing et produits. Donc aujourd'hui, je m'occupe d'une équipe en fait d'environ 60 personnes. Ça regroupe à la fois les abonnements, papier et numérique, individuel et B2C, aussi la partie audience, la partie produit plutôt discovery, et toute une partie aussi CRM en lien avec la data. Moi, je suis arrivée au Monde en 2015, plutôt pour m'occuper à l'époque de l'audience. J'étais chef de produit pour développer l'audience du site et des applications, à l'époque pour booster l'audience pour des revenus plutôt publicitaires. Et peu à peu, le modèle a changé à force de promouvoir des contenus gratuits et payants. Notre modèle, il a vraiment shifté tout doucement vers l'abonnement. Et voilà, à force de promouvoir des contenus payants et à travailler avec les équipes, notamment abonnements, en 2019, je suis passée directrice des abonnements. Et aujourd'hui, donc, avec toute l'équipe marketing et produits, le but est toujours autant de générer un maximum d'audience qui nous apporte en fait des abonnements, générer aussi toujours le plus d'abonnements possible et de proposer une expérience produit la plus finie possible à nos lecteurs. On va voir ça en détail tout à l'heure, mais ça me donne très envie de poser plein de questions. Mais Freddy, à ton tour. Je m'appelle Freddy Martin, je suis directeur marketing et communication chez Politico en Europe. Donc Politico, c'est un média, c'est un site d'information qui couvre la politique et les politiques au niveau européen, français, Angleterre, États-Unis. C'est un média d'origine américaine qui s'est monté en 2008 et qui a lancé en Europe en 2015. Et puis en Angleterre en 2017, puis en France en 2020.
Donc on a 2 modèles de monétisation principaux. Le premier, c'est la pub, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Le deuxième, c'est un abonnement B2B qui est focalisé sur la couverture des politiques européennes, françaises, anglaises, et qui, bon, c'est des sièges qui coûtent des milliers d'euros et utilisés par des directeurs d'affaires publiques, des députés européens, des députés français, etc. Et voilà. Très bien. Merci à tous les 4 pour cette petite intro. Moi, je suis Benoît Zante. Je suis journaliste. Je suis spécialisé sur tous les sujets de médias, de marketing, de monétisation aussi des médias, de transformation numérique. Et j'anime un cours à Sciences Po sur les nouveaux modèles médias. Donc, j'en ai fait intervenir, intervenir certains d'entre vous aussi dans ce cours. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, on a différents modèles. Hein, on voit, on a les paywalls, on a les newsletters, on a le B2B avec aussi des newsletters mais monétisés de façon un peu différente. Il y a Le Monde aussi. Je pense que Le Monde, c'est peut-être le modèle que vous connaissez peut-être le plus, la marque qui parle au plus grand nombre. Lou, tu as parlé de ce modèle mixte entre abonnement et publicité. Ça, c'est ce que vous aviez historiquement sur le papier depuis toujours. Sur le web, vous avez basculé sur un modèle qui était plutôt publicitaire. Et là, vous en revenez. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce mouvement? Et puis, après, on parlera aussi des diversifications et comment vous allez au-delà de la publicité et même de l'abonnement pour imaginer une nouvelle ligne de revenus. Alors c'est vrai que, alors peut-être pour vous donner quelques chiffres clés pour Le Monde, pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Le Monde aujourd'hui c'est 530 journalistes, on en avait 310 en 2010. Donc les investissements sont très majoritairement des investissements rédactionnels. Hein. Vraiment le but c'est de faire grossir les effectifs rédactionnels pour qu'on puisse traiter un maximum de sujets. On arrive à atteindre aujourd'hui à peu près entre 175 et 180 millions de visites par mois. C'est important parce qu'on va beaucoup parler des abonnements, mais l'audience pour nous, et notamment pour ramener à la fois de la publicité, mais aussi des audiences qu'on peut ensuite un jour abonner, c'est crucial. Hein. Le gratuit, c'est ce qu'on appelle, nous, si on dit chez nous, le gratuit, c'est le payant. On a plus de 565 000 abonnés aujourd'hui et 85% sont numériques. Ça fait très longtemps qu'on a fait notre transition numérique. Hein. Ça fait depuis 2017 qu'on a plus d'abonnés numériques que payants. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, notre focus, il est très fortement sur les abonnements numériques. Voilà, ça se rapproche d'une diffusion à peu près de 500 000 exemplaires jour, hein, si on prend la diffusion papier et numérique. Et sur les revenus, je pourrais peut-être les détailler un petit peu après, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de revenus pour Le Monde, on est à 50% des revenus qui sont issus des abonnements et très majoritairement issus des abonnements numériques. Donc il y a eu bien sûr, je le détaillerai plus tard, mais un énorme shift des revenus, il y a eu de grosses transformations. En termes de revenus numériques, je le disais tout à l'heure, on est passé de 27 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 sur les abonnements numériques à quasiment 53 millions de chiffre d'affaires, donc c'est une croissance de plus de 100%. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est très largement porté par les abonnements. La pub, aujourd'hui, doit être autour de 25% des revenus, hein, au total, dans les revenus du Monde, et la vente au numéro, à peu près 20%. Très bien. Et pour faire le pont avec la table ronde qu'il y avait précédemment sur les innovations médias, vous allez sur des nouveaux canaux, vous allez sur TikTok, vous allez sur une nouvelle plateforme, même les podcasts, des choses comme ça, pour attirer une audience, toujours de façon gratuite. Et ensuite, le but, c'est de la convertir en abonnés, alors peut-être pas demain, mais dans quelques années. Il y a tout un effort à faire pour ça. Exactement, alors c'est vrai qu'on investit depuis très longtemps sur les plateformes et les réseaux sociaux pour aller parler aux audiences les plus jeunes. C'est quelque chose que Le Monde a fait tout de suite et qui fait vraiment bien parce qu'il arrive à très bien prendre le ton en fait, de chacune des plateformes et à s'adresser à des publics jeunes. On a toujours été persuadés au sein des rédactions que cet investissement qu'on faisait sur les plateformes et les réseaux sociaux était important et en fait portait ses fruits. On a toujours eu un peu de mal à le démontrer et tout récemment en fait on a fait une étude sur tous nos lecteurs anonymes pour leur demander en fait d'où ils venaient, pourquoi est-ce qu'ils étaient intéressés par Le Monde, et on s'est quand même rendu compte très fortement qu'il y avait de plus en plus de lecteurs qui nous disaient je viens des réseaux sociaux, j'ai vu vos vidéos pédago, elles sont passionnantes et ça me donne peut-être envie plus tard de s'abonner. Et il y a un chiffre qui a été quand même parlant en 2021. On a recruté, dans nos nouveaux abonnés, on a recruté à peu près 200 000 nouveaux abonnés en 2021. Et la moitié avait moins de 35 ans. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On se dit qu'il y a deux facteurs. On a, pendant cette période, proposé un tarif beaucoup moins important qu'avant. Voilà, on a divisé par deux. Mais on sait aussi que c'est lié à cet investissement continu sur les réseaux sociaux, les plateformes, pour parler gratuitement à des audiences jeunes qui se familiarisent avec Le Monde et qui seront un jour sûrement abonnés.
Donc là, tu as évoqué deux aspects, donc la publicité qui est le modèle traditionnel, l'abonnement sur le digital qui se développe et qui se développe très très vite chez vous, avec de très bons chiffres. Est-ce qu'il y a des diversifications aussi, d'autres sujets que vous commencez à investir, ou même de façon plus concrète? Alors oui, en fait, ce qui est intéressant de voir sur les revenus pour le monde, c'est qu'on va dire que depuis 2012, les revenus du monde sont à peu près les mêmes. Ça veut dire qu'en termes de chiffre total, ça n'a pas forcément bougé. On est entre 170 et 180 millions d'euros de revenus. Ce qui a énormément changé, c'est la répartition de ces revenus. En 2012, on avait à peu près 40% des revenus qui venaient de la vente au numéro. On avait 30% des revenus qui venaient des abonnements, c'était essentiellement papier. En 2022, il y a eu un effondrement des ventes au numéro. C'est passé à 19, ça peut passer à peu près à 20%, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les abonnements sont passés à 50%. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que de la période de 2012 à 2022, la publicité est restée autour de 25%. Donc, et entre-temps, on est passé d'une rédaction de 310 journalistes à 530. Donc le but, c'est de se dire, c'est très bien de faire des abonnements, c'est très bien de faire de la publicité. Quand il y a des coups durs, c'est toujours très bien d'avoir des revenus en plus. En fait, c'est indispensable pour nous de faire des revenus en plus parce que l'investissement qu'on fait derrière, c'est dans des revenus rédactionnels. Donc on ne s'arrête pas seulement aux abonnements, ni à la pub, ni à la vente au numéro, on fait la diversification. Les revenus de diversification, je vais vous en parler juste après, c'est tout ce qu'on peut faire en termes de chiffre d'affaires en lien avec notre ligne éditoriale pour générer des revenus additionnels. Ça représentait 2% des revenus en 2012, ça en représente 8% aujourd'hui. Donc je peux vous donner un petit peu des exemples de ce qu'on fait. Alors c'est très divers, hein. Il y a un peu de tout. Il y a des cours d'écriture, il y a exactement, plein de choses. Exactement. Alors on va dire qu'on a à peu près deux grands axes. On a un qui est l'optimisation des revenus, c'est très chiffre d'affaires, c'est très e-commerce. Et on a un autre qui va être plutôt toucher de nouvelles audiences. Donc la partie optimisation des revenus, on va avoir tout un pan e-commerce, donc plutôt lien sponsorisé. Je pense que vous connaissez tous quand vous allez sur un site, notamment Le Monde, vous avez soit des propositions publicitaires comme Taboola, Hotbrain, qu'on met aujourd'hui nous sur les audiences gratuites, voilà, effectivement, qui sont des revenus additionnels conséquents pour nous. On a aussi de la partie e-commerce. Si vous tapez tout simplement code promo sur Google, c'est là une guerre de référencement. Vous pouvez arriver sur le site du Monde avec des codes promo qui vous sont proposés. On a aussi, toujours dans cette logique de e-commerce, lancé avec le New York Times il y a quelques années en partenariat, et maintenant on le fait de manière autonome, des guides d'achat. Donc vous connaissez sûrement Wirecutter, hein, qui propose des guides d'achat de la part du New York Times. C'est des tests qui sont faits par des journalistes sur des produits. Et ensuite, si le lecteur sur l'article fait un achat vers la plateforme qui est référencée, le site a une commission. Donc nous, au début, Le Monde faisait de la traduction en français des contenus du New York Times, et aujourd'hui, on fait nos propres guides d'achat. Voilà. Donc c'est vraiment des modèles qui sont intéressants parce que là, le but, c'est vraiment d'avoir des tests par des journalistes sur des produits, des tests indépendants, mais qui renvoient ensuite vers des plateformes pour l'achat. On a aussi sur cette partie, on va dire plutôt, pas e-commerce, mais optimisation de revenus, la vente de nos contenus. On vend nos contenus, c'est ce qu'on appelle la syndication. Donc on vend nos contenus à des médias qui nous achètent. Nos séries sont par exemple, on a beaucoup de séries qui sont particulièrement appréciées et que d'autres médias nous achètent pour les adapter de leur côté ou les réutiliser. On va avoir aussi tout ce qui est agrégation, hein, tous ces gros agrégateurs comme Cision et ProQuest qui vont nous acheter tous nos contenus pour les proposer à des entreprises, du B2B. On évite, nous, Le Monde n'est pas présent en kiosque numérique, hein, vous devez le voir. On n'est jamais dans les kiosques parce que notre but, c'est pas sur le B2C. Le but sur le B2C, c'est de vendre des abonnements individuels. Mais sur la partie B2B, on accepte complètement d'être dans des gros deals, voilà, d'agrégation pour être proposé à des entreprises qu'on aurait du mal à toucher de toute façon. Et quelque chose qu'on fait depuis peu, c'est des adaptations de nos produits éditoriaux. Donc on essaie d'adapter nos produits éditoriaux pour les vendre soit sous forme de livres, soit sous forme de documentaires. Donc par exemple, on a eu la série Je ne serais pas arrivée là si par Annick Cogent. C'est vraiment une super série si vous ne la connaissez pas, qui revient sur des parcours de personnalisés. Et on l'a adapté en livre. Enfin, Annick Cogent l'a adapté en livre, donc avec l'aide du Monde. Il y a eu aussi Succession qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, de Raphaël Baquet et Vanessa Schneider, qui revient sur la série de l'été dernier sur les successions des grandes familles, qui était vraiment passionnant. Des grandes familles françaises. Donc ça, c'est plutôt la partie, on va dire, optimisation des revenus. On a tout un autre pan qui est toucher des audiences soit françaises mais autres, soit internationales. Donc
on a effectivement ce que tu disais, Benoît, c'est dans le fait de toucher des audiences en France. On propose maintenant, depuis à peu près 1 an et demi, des ateliers qui marchent très très bien. Donc on a une plateforme qui est payante, on propose des ateliers du soir, alors 1 ou 2 qui marchent bien, on a les ateliers, des cours de géopolitique dispensés par Alain Frachon, qui peuvent se faire à distance ou sur site. Et alors là c'est marrant parce que on pensait aller toucher de nouvelles audiences et en fait c'est beaucoup nos abonnés qui sont intéressés. Hier on avait un des cours dispensés par Alain Frachon justement qui avait lieu, il y avait 500 personnes à la fois à distance et sur site, donc c'est vraiment des cours qui passionnent. On a des cours d'écriture effectivement. On a des cours de BD, enfin d'illustration de BD ou de comment faire une BD. Là, c'est fait par exemple avec Alfred, que vous devez sûrement connaître, auteur de BD. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant. On développe aussi des services d'abonnement en ligne. Comme Le Monde Jeu. Ça, bon, bien sûr, on s'est inspiré du New York Times, qui a un énorme succès là-dessus. On a développé aussi quelque chose d'un peu plus niche du monde, qui est l'application Mémorable, voilà, qui vous permet en fait de cultiver votre culture générale. Mais là, c'est toujours des abonnements en stand-alone, des abonnements payants. Voilà majoritairement pour tout ce qui est toucher une nouvelle audience. Et maintenant, on essaie de se lancer à l'international. Ça fait déjà quelques années, avec notamment Le Monde Afrique. On essaie de développer notre audience aussi bien gratuite que payante en Afrique. Et maintenant, avec Le Monde in English à l'international, avec des contenus payants, traduits en anglais. Ça fait beaucoup de travail, beaucoup de sujets à gérer en parallèle. Je pense que j'imagine que dans la salle, personne n'était au courant que Le Monde faisait autant de choses. Intéressant, merci. Freddy, toi tu es chez Politico, alors qui va se retrouver sur certaines cibles, sur certains sujets assez proches du monde, avec une audience qui est européenne, en français, en anglais, si je ne me trompe pas. Pour ceux dans la salle qui ne connaissent pas le modèle Politico, est-ce que tu peux nous expliquer, nous détailler ce qu'est Politico et puis comment ça fonctionne? Ouais, donc comme j'ai dit tout à l'heure, Politico s'est lancé en 2008 comme un média de référence pour les professionnels de la politique. Donc que ce soit des députés élus ou des assistants de députés ou des lobbyistes ou des conseillers en affaires publiques, toutes les personnes qui vivent la politique au jour le jour de 8h à 6h, vraiment la journée de travail. Donc Politico s'est lancé comme un média qui aurait un accès privilégié par des bons contacts, par juste une qualité de journalisme et de sources hors normes, pour avoir les amendements, les changements d'amendements en premier, pour avoir les scoops en premier, pour savoir qu'un député a fait des choses horribles à ses collègues en premier. Donc ça va du changement d'amendement jusqu'au gossip politique qui se passe derrière les coulisses du pouvoir. En termes de modèle économique, c'est vraiment 2 choses. On couvre la politique gratuitement. C'est vraiment genre Macron va dans son avion voir Xi Jinping en Chine. Qu'est-ce que ça veut dire pour le futur de la politique en France? Ça, c'est une histoire gratuite que tout le monde peut voir sur politico.eu ou politico.com. Et ensuite, on a Politico Pro. Donc ça, c'est le service B2B avec aujourd'hui à peu près 8000 abonnés et à peu près 1200 entreprises abonnées. Donc à peu près 7,5 abonnés par entreprise. Donc voilà, c'est des entreprises comme Google, Qualcomm, je vais pas lister 1000 entreprises, mais qui par exemple qui achètent des sièges pour leurs équipes qui bossent dans les affaires publiques. Donc, et par exemple, les députés européens aussi achètent un siège Politico Pro, et c'est un outil de travail en fait. Politico est connu pour être sans bord, ce qui est un peu rare dans le monde des médias. Et c'est justement cette qualité-là qui fait de Politico Pro un outil de travail qui peut être utilisé par les députés de tous les bords politiques, d'un conseiller en affaires publiques, d'une agence qui doit faire du lobbying sur l'usage plastique unique, des choses comme ça, ou la CAP, ou la PAC, pardon. Et donc voilà, c'est un abonnement qui est différent pour chaque entreprise et qui est vraiment tailor-made pour eux, en fait. Donc c'est vraiment, l'idée c'est d'être un outil de travail en B2B, et à côté de ça, vous avez le site, les newsletters qui sont gratuites, qui sont ouvertes à tout le monde, c'est ça? Voilà, donc on a un funnel, hein, on parle de marketing toujours, mais le site gratuit et les newsletters gratuites servent
servent de filet pour attraper des audiences intéressées par la politique, qui travaillent dans la politique. Nos newsletters phares en Europe, on appelle ça les playbooks, donc un peu les guides d'usage. Et ça, c'est Brussels Playbook, London Playbook et Playbook Paris. Brussels Playbook compte aujourd'hui 125 000 abonnés qui reçoivent notre newsletter tous les matins. London, c'est 90. Et Paris, qui a lancé il y a 2 ans, on est à 45 000 abonnés maintenant. Donc, et on va voir des publicités dans ces newsletters, mais ce n'est pas des publicités typiques. Par exemple, j'imagine si Google mettait une pub sur le New York Times, c'est acheter le nouveau Google Phone, alors que la pub sur Politico, ça va être regardez tout ce que Google fait pour combattre la privatisation des données. Vous voyez, donc c'est vraiment un message ciblé à faire public. Donc pour des décideurs et pour des gens qui vont... en fait, vous ciblez très peu de personnes, mais les bonnes personnes. Exactement. On a un noyau d'utilisateurs qui est vraiment... on appelle ça la bulle européenne à Bruxelles. À Paris, c'est le kilomètre carré autour de l'Assemblée nationale et de la Défense. À Londres, c'est Westminster. C'est le Capitol à Washington. C'est vraiment le noyau, la raison pour laquelle les gens mettent des pubs dans Politico ou lisent Politico Pro, c'est parce qu'on a un accès privilégié à ce noyau-là. Donc on a 150 journalistes en Europe, dont 2 tiers sont à Bruxelles et le reste éparpillé entre Paris et Londres. Et à Washington, encore 350 en plus. Et on double tout ça pour avoir plus de 1000 personnes à Politico au niveau global. Donc c'est très niche, très rentable, même si tu n'as pas donné de chiffres précis de revenus, malheureusement. Est-ce que c'est duplicable sur d'autres verticales, d'autres sujets, d'autres modèles ? Oui, absolument. Je veux dire, nous, notre service pro compte 60% de notre revenu. Donc c'est 8000 abonnés qui comptent 60% de notre revenu. Et ça, c'est une réalité depuis le début. Et c'est un revenu qui est sur une année. Donc c'est un revenu qui nous permet d'investir dans le côté publicitaire qui sert de filet pour attraper des nouveaux abonnés dans le futur. Ça, c'est vertueux. Vous avez de la visibilité très à l'avance. Très à l'avance. C'est ce qui nous a protégés pendant le confinement. C'est que les gens avaient besoin d'informations sûres pour naviguer le monde de la politique. Du coup, ils s'abonnaient encore plus à Politico Pro, qui a un taux de renouvellement de plus de 93% annuel. Donc c'est presque un income, un chiffre d'affaires sûr et certain. Donc on a des challenges, des défis. Merci. Je suis anglais d'ailleurs, donc pardonnez-moi. Et par exemple, on a des concurrents dans 2 domaines. On a le concurrent gratuit et on a le concurrent pro. À Paris, c'est Context. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Context pour Politico Pro, c'est Le Monde pour le côté gratuit. Donc on a toujours l'œil qui regarde à droite et à gauche en même temps. Donc ça, c'est une petite difficulté. Très bien. Alors on va continuer à parler de newsletters, parce que Politico, c'est quand même principalement des newsletters, c'est le canal principal. Chez Kessel, Adrien, toi, tu t'es lancé sur les newsletters après avoir été dans la vidéo. Pourquoi aller sur la newsletter, qui est quand même un média aussi vieux qu'Internet, je pense, puisqu'on a commencé à envoyer des emails assez vite, assez tôt, qui se réinvente régulièrement, il y a des modèles qui fonctionnent. Pourquoi la newsletter en particulier ? Oui, c'est vrai que la newsletter, comme mot, ça donne pas l'impression d'être le summum de la modernité. Mais c'est un peu comme le podcast. Il y a quelques années, vous vous souvenez, il y avait déjà eu des podcasts, puis un renouveau du podcast. Et là, il y a un renouveau de la newsletter depuis 3-4 ans, avec des marques, médias que vous devez connaître, Sémaphore, Morning Brew, Axios, qui est assez remarquable, Politico dans une grande mesure également. Et l'idée qui est très simple derrière, c'est en fait vous avez un média qui coûte pas grand-chose à fabriquer, si on l'oppose à la vidéo par exemple, même au son dans une certaine mesure, qui est distribué avec une grande délivrabilité. Vous n'êtes pas soumis à l'aléa d'un algorithme. Je ne sais pas, sur Insta, vous êtes 15, 20, 30%. Là, si tant est que le mailer, parce que notre métier fait bien son travail, vous allez pouvoir toucher
potentiellement 98% de votre audience qui est abonnée à votre contenu. Et puis, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est qu'en fait, ça permet une grande segmentation et une grande précision en fait dans la nature des audiences, que ce soit pour du payant. Je laisserai peut-être Marion détailler ce point-là, qu'elle maîtrise mieux que moi, et qui est un univers très compliqué, l'abonnement payant, très, très difficile d'un point de vue business, mais passionnant et qui apporte la sécurité de revenus et de prévision dont parlait Freddy. Et ça permet également de faire de la publicité. Et Freddy l'expliquait très bien, en réalité c'est un autre genre de publicité que celle auquel on est habitué sur Internet. C'est pas la publicité produit, c'est pas la bannière sur laquelle, à mon avis, très peu d'entre vous dans la salle ont cliqué. On n'est pas là pour vous vendre quelque chose en particulier, c'est des questions d'image. Je vous dis peut-être quelques mots sur Kessel, parce que notre marque étant moins connue que mes confrères et consoeurs, je détaille un petit peu ce qu'on fait pour que ça soit plus clair. C'est une plateforme de newsletter. Donc comme c'est une plateforme, c'est-à-dire qu'on n'est pas un éditeur, on n'est pas un média, on n'a pas de couleur éditoriale. Et en tant que plateforme, on a une fonction technique avec des features, et puis on se voit, si on dit les choses simplement, comme un distributeur. On distribue les contenus. Donc par exemple, on travaille avec BFM, on va distribuer une de leurs newsletters, on travaille avec des auteurs en direct. La population des gens qui créent des contenus sur Kessel est très très variée. On s'est lancé, on est jeune, on s'est lancé en septembre dernier. On a connu une progression très forte depuis janvier. On était à 50 000 lecteurs, on est passé à 300 000 là récemment. On avait 200 auteurs et autrices en janvier, on est à 1250 maintenant. Et la courbe s'accélère très fortement parce que je pense pas. J'aimerais croire que c'est parce que le produit est génial, mais je crois pas que ce soit ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très fort autour de la newsletter. Et au-delà de ce que je vous ai décrit, qui est très technique, il y a un appétit, à mon avis, d'analyse écrite de temps long dans un monde ultra complexe. Et sans vouloir vous faire le café du commerce et vous servir des banalités, c'est vrai que d'un point de vue tech, on vit des mutations extrêmement fortes sur le Web 3, sur l'intelligence artificielle, dans la santé. Ça a été un bouleversement ces 3 dernières années. En géopolitique, c'est très complexe. Finance également. Il y a énormément de problématiques nouvelles, complexes, et qui créent, il nous semble, un besoin de clarification, d'explication. Et c'est là que la newsletter prend son sens. C'est un peu un contenu, on va dire, cousin du podcast. C'est le même appétit à la fois d'une relation très personnelle. En anglais, ils disent trusted voices. C'est important ce trusted, à qui vous parle. Évidemment, on a plus de confiance dans les journalistes, mais maintenant, il y a une telle déstabilisation de l'information pour plein de raisons que vous connaissez, de fake news, mais même l'intelligence artificielle, qui a plein de côtés intéressants, fait peser en ce moment des questions très très fortes sur ce que c'est que l'information, qui la fabrique, comment est-ce qu'elle est distribuée. Et tout ça fait que le média écrit a quelque chose d'intéressant sous forme de newsletter. Ça arrive directement dans votre boîte mail. Donc ça permet une distribution plus forte que celle du podcast, parce que vous voyez comment vous consommez des podcasts. Je sais pas, moi j'ai 4 créneaux par semaine, 2 jogging, 2 fois où je fais la cuisine avec mes enfants, parce que voilà, on n'a pas plus de temps que ça. Enfin, moi j'ai pas plus de temps que ça. Le mail qui arrive tous les jours dans votre boîte mail, c'est un réflexe. En plus, c'est quelque chose d'assez sympa, c'est-à-dire que c'est potentiellement entre le mail des impôts ou du spam, etc. Là, c'est quelque chose qu'on vous donne gratuitement. Et donc il y a une relation intime qui est très intéressante. Et du coup, nous, ça a attiré une population assez intéressante d'auteurs et d'autrices et de médias. Il n'y a pas de couleur politique du tout, mais en revanche, il y a une couleur éditoriale très forte, qui sont des gens qui parlent de toutes les transformations. Ce qui est en train de se passer dans le monde, comment ça change d'un point de vue de la société, du couple, dans l'intime, la sexualité, mais aussi la finance, beaucoup. Et pas que la partie crypto, blockchain, etc., mais vraiment plein de questions qui se posent. La tech, la RSE, évidemment, la transition énergétique, la santé, beaucoup. Et si je le range dans la santé, le développement personnel, les questions psychologiques. Donc un énorme appétit de décoder ce qui est en train de se passer dans une conversation mature entre celui qui écrit et celui qui lit, donc quelque chose de beaucoup plus horizontal que ce qu'on a pu connaître dans les médias traditionnels, qui était quelque chose d'assez descendant. Je sais, je suis un expert, je vous transmets le truc, ça ne revient pas forcément. Là, c'est un truc beaucoup plus horizontal là-dedans. Et j'en arrive à la question pub.
une fois qu'on a dit tout ça, ça a réuni des populations éduquées, de opinion leaders, des CSP+, si vous voulez, donc des audiences qui sont très difficiles à toucher, et qui sont ceux qui fabriquent en réalité l'opinion, la réputation, la perception. Et vous comprendrez aisément que la plupart des entreprises aujourd'hui ont des énormes questions de transformation et d'image. La question est plus de savoir si vous êtes écolo ou pas, là, je pense que la question est réglée, ou si vous êtes inclusif, mais comment le raconter, comment le dire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, moi j'apprends ce métier en ce moment, je découvre qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des choses formidables, qui sont très différentes de la perception négative qu'on peut avoir de ce qu'elles font. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients de ces problématiques et ça est d'œuvrer en interne. Et le deuxième point, c'est que ça ne se sait pas forcément. Les informations que vous allez trouver dans des rapports annuels que personne ne lit, ou à part les actionnaires, ou des sites internet qui ne sont pas visités parce qu'ils ne sont pas exposés, pas distribués. Et la newsletter vient s'inscrire là-dedans. En fait, c'est un distributeur d'informations intéressantes de ce que les entreprises ont envie de dire, ont envie de comprendre du monde, de la conversation qu'elles ont envie d'engager. Et donc, de manière plus prosaïque, ça fait que vous vendez une publicité qui est extrêmement chère. On est sur les prix, si vous voulez, des prix du podcast, c'est-à-dire que ça va s'échelonner entre 60, 80, 90, 120 de CPM. Nous, on commercialise par exemple une newsletter à 700 € du CPM. C'est délirant, hein. C'est-à-dire que, pour vous donner des éléments de comparaison, une bannière publicitaire, aujourd'hui, ça va se trader à 1, 2, parfois moins d'euros. Donc on est entre 50 et 100 fois plus en termes de valeur de prix. Et un prix qui s'entend parfaitement parce que vous dites, voilà, c'est quelqu'un qui a une crédibilité, qui va expliquer avec un talent de vulgarisateur un message important et complexe que vous ne pourriez pas passer autrement. Et c'est vrai que si on réfléchit dans le monde actuel où l'image est quelque chose de très important, ça devient un petit peu compliqué de mettre une bâche sur un monument public pour vendre un lipstick. C'est un peu compliqué de dépenser des fortunes ultra carbonées pour faire des pubs qu'on va passer pendant le Super Bowl. Il y a quelque chose de rationnel et sensé, se dire bon j'ai un message à faire passer, je le cible dans un monde où en plus il y a de moins en moins de cookies tiers et la RGPD, je cible aux gens que ça va intéresser. Ils sont intéressés parce qu'ils se sont abonnés, ils ont mis leur mail. C'est quelque chose d'extrêmement intime, le mail. C'est un peu votre carte d'identité digitale pour engager cette conversation. Et donc on voit des médias, je pense à Vox notamment, il y a Léonore qui est dans la salle, qui a une relation assez exceptionnelle avec leur audience, une relation de confiance, où on dit voilà ce que nous on pense de cette marque, de cette démarche, etc. Et le lectorat reçoit l'information, avec forcément un jugement critique, intéressé, mais on n'est pas dans je te pose quelque chose dont tu n'as pas besoin, et qui finalement à un moment peut même t'agacer parce que ça devient un peu absurde de dépenser autant d'argent vu les enjeux climatiques actuels. Donc voilà, nous on vend de la publicité comme ça. Disons que la difficulté de ce modèle-là, c'est que c'est pas industrialisable. Ça reste encore un métier d'artisan où on fait l'intermédiaire entre l'annonceur, l'auteur ou le média. Ça prend du temps, on essaie de bien faire les choses. Donc les volumes sont limités par cette contrainte-là. En revanche, la valeur est très élevée. Et ça, moi je voulais vous le partager parce que je trouve que c'est bourré d'espoir pour le monde de l'écrit. C'est-à-dire qu'on a eu une période où la valeur de l'écrit a été, il me semble, extrêmement challengé par les réseaux sociaux, par Google, puis par Facebook, où on a hyper distribué ces contenus avec du coup une valorisation hyper faible. Alors certes, il y a une rémunération pour droits voisins, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, mais il me semble encore qu'on n'y est pas dans la véritable valorisation de ceux qui font ce travail essentiel, et civique et citoyen, d'information, et à mon avis de plus en plus important. Et donc, c'est ça qui nous intéresse, nous, dans cette démarche-là, c'est, pardon parce que je fais long, c'est qu'il y a un modèle économique incroyable, mais sain, pour permettre à des journalistes, à des médias de développer leur business et de manière extrêmement saine. Voilà Donc il y a aussi l'abonnement, il y a la publicité, l'abonnement. Est-ce qu'à long terme, tu imagines aussi d'autres modes de rémunération pour les auteurs que tu accompagnes via la newsletter? Il y en a qui ont essayé le e-commerce, les événements, les podcasts, aller sur d'autres médias. Est-ce que tu vois d'autres liens, d'autres sources de monétisation côté newsletter? Oui, après je vais peut-être pas prendre tout le temps de...
On est bon. Ouais. Oui, enfin, Lou l'évoquait, il y a beaucoup de diversification possible. En fait, la réalité, c'est que à partir du moment où vous avez un contenu, ce contenu se transforme en audience. Si ça se passe bien, ça devient une communauté. Et dans une communauté, il y a un business. Et le business peut se diversifier après. Vous êtes obligé d'être dans la ligne qui est la vôtre, dans la crédibilité et les valeurs qui sont les vôtres. Mais concrètement, les livres, de manière assez directe. Moi, je viens du monde de l'audiovisuel. Il y a un appétit énorme de contenu de la part des producteurs de télévision, des plateformes de streaming. C'est même, enfin, en vrai, c'est une guerre assez incroyable de qui va le premier acheter les droits d'un livre pas encore sorti. Aux États-Unis, c'est encore plus intense, c'est-à-dire que c'est les agents qui préviennent directement les plateformes. Nous, en passé de producteur, je cherchais à acheter les droits d'un livre assez connu et on avait fait une offre délirante en termes de chiffres pour avoir les droits de ce livre. Et elle a été battue x3 par Disney. Et à ce moment-là, en tant que producteur, je dis bon, c'est fini, je peux plus jouer dans ce monde-là. Donc c'est extrêmement concurrentiel. Donc la qualité d'un contenu, c'est fondamental. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut en faire. L'IP, la propriété intellectuelle, comme on dit dans ce business, à partir du moment où il y a quelque chose de très fort. Et c'est ça qui est intéressant dans les plateformes, c'est qu'en plus, on a une sorte d'indicateur sensible de quand tout d'un coup un sujet très particulier commence à cartonner, il y a quelque chose et derrière qui peut se monétiser. Et les succès de librairies en documentaire, par exemple, ces dernières années ont été frappants. Le succès des livres sur les arbres, par exemple, des choses sur l'intestin, des choses que personne n'avait vu venir, et tout d'un coup, ça monte. Donc nous, on se dit que voilà, on essaie de mettre en place un écosystème avec des éditeurs de livres, avec des producteurs audiovisuels, pour leur renvoyer dès qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se produit, qu'il y a un public qui peut être intéressé par ça. J'imagine, aux États-Unis, il y a un modèle qui cartonne, qui est Hello Sunshine, qui part du web, de la newsletter, pour identifier des livres et des auteurs, qui ensuite les adaptent pour Amazon ou pour d'autres plateformes, et qui ensuite arrivent à générer énormément de revenus en partant de ces IP et de ces propriétés intellectuelles. Donc ça, je serais intéressé de voir si on arrive à dupliquer ça en France, où le marché est quand même assez différent, beaucoup plus petit qu'aux États-Unis. Mais je vais laisser la parole quand même à Marion. Marion, si tu arrives après tout le monde, c'est parce que tu as aussi une vision un peu transverse de tout cet écosystème. Donc, tu travailles chez Pool, qui accompagne de nombreux éditeurs sur la monétisation de leurs audiences, sur le développement des paywalls. Tu as aussi, donc, comme tu le disais en introduction, cette casquette un peu éditoriale, journalistique avec The Audiencer, qui est un média B2B sur les médias. Est-ce que de toutes les rencontres, de tous les interlocuteurs que tu as eus au cours de ces années, il y a des points communs, des grands enseignements sur comment bien monétiser un média et trouver son modèle? Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens de ça? Bonjour à tous. C'est pas une question facile. Ouais, non, mais je l'ai vachement préparé. Donc, oui, il y a quelque chose qui, bien sûr, revient dans les choses qui marchent. Et c'est quelque chose qui semble hyper évident. Et ça fait maintenant 4 ans, je crois, que je suis sortie du monde et de bosser pour un éditeur en particulier. Et que du coup, j'ai une vision un peu plus large parce que je travaille avec plein de types de médias différents depuis 4 ans. Et en fait, ce truc, je l'avais déjà en tête il y a 4 ans. Et je me rends compte que ça n'a pas bougé. C'est les médias qui réussissent à vendre de la beau, c'est ceux qui ont réussi à définir leurs valeurs et pourquoi il faut s'abonner, qui réussissent à définir ce à quoi ils servent, qui ont un ton, qui ont un ADN, qui ont une identité et qui en gros savent compléter la phrase abonnez-vous parce que les paywalls, il y a quelques années encore, on voyait beaucoup abonnez-vous pour 1 euro, donc l'argument était le chiffre, c'était pas cher. De plus en plus, c'est de mieux en mieux. Et en fait, je me souviens quand j'ai commencé à faire du consulting il y a 4 ans et que j'allais voir des médias, Marion aide-nous à vendre plus d'abos avec nos paywalls. Je vendais, mais vraiment j'étais très bête, je vendais des ateliers, on va faire un atelier proposition de valeur et voilà, en 3 heures, on va mettre 10 gars dans la salle, on va prendre des journalistes, des marketeurs, un peu de régie pub qui connaît le secteur et puis on va pondre des messages pour les paywalls et puis dans 3 heures ce sera fini. Et je me suis bien trompée parce qu'évidemment ça se fait pas en 3 heures en fait de définir ça.
Et c'est très très difficile de définir ce à quoi on sert. Pour vous donner 2-3 exemples de campagnes que vous avez probablement vues ou entendu parler, qui ont été très bonnes. Il y a celle du Times, au moment où du New York Times, au moment où Trump a été élu, si je dis pas de conneries, qui a fait Truth is more important than ever. Et donc là, on comprend qu'on s'abonne au New York Times pour pas gober les insanités de l'autre crétin qui vient d'être élu président. J'avais deux, trois autres exemples. Il y a le The Economist qui avait fait une campagne Series Listening, Say Something Intelligent. Donc ayez pas trop l'air trop con face à, c'était au moment où toutes les enceintes connectées explosaient dans un mode plus léger. Cosmopolitan, je crois que c'était la version UK, donc magazine féminin, qui vendait sa newsletter sexe en disant soyez meilleurs au pieu, abonnez-vous à notre newsletter. Et donc là on comprend voilà l'importance de la proposition de valeur et l'importance de vendre quelque chose, alors que ce soit un service ou une expérience. En gros, il faut que ce soit utile, soit beau, bon, enfin bref, que ça serve à quelque chose. Et tu parlais tout à l'heure, Adrien, tu disais l'importance du contenu et de la qualité. Mais oui, si vous n'êtes pas capable de dire donne-moi 1 euro ou 10 ou 15 ou 25 et de dire pourquoi, ben là on a des problèmes. Donc le premier point, c'est ça, c'est réussir à définir ce à quoi on sert. Les médias qui s'en sortent bien, c'est ceux qui ont réussi à faire ce boulot-là. La deuxième des choses, c'est de comprendre que les audiences sont très hétérogènes et que tout le monde ne veut pas la même chose, n'est pas prêt à payer pour la même chose et n'est pas dans le même contexte, n'est pas intéressé par les mêmes sujets. Quand vous êtes en train d'attendre le bus et que vous traînez sur votre smartphone, vous vous ennuyez et que vous tombez sur un article de presse qui a probablement été poussé par l'agrégateur préinstallé sur votre téléphone, vous n'êtes pas dans une démarche où vous vous dites oh, j'ai vraiment envie de soutenir le journalisme là, je pense que vraiment je vais lâcher mes 20 balles. Alors que si vous êtes dans un contexte, vous êtes derrière votre ordinateur au bureau et que vous tombez sur un article, je sais pas, dans la presse professionnelle qui va vous aider à mieux faire votre taf, là effectivement vous êtes dans une autre démarche. Donc de comprendre, nous chez Pool on vend ce qu'on appelle un paywall dynamique. Un paywall dynamique, c'est que ça permet de proposer des options, des contreparties différentes en fonction du contexte et du profil du lecteur. C'est-à-dire de dire si par exemple tu es en train d'attendre ton bus sur ton smartphone, pour te donner accès au contenu, je vais peut-être juste te proposer de t'abonner à la newsletter, essayer de choper ton mail à ce moment-là, et puis on verra plus tard pour le paiement. Et de dire que par contre, si sur ton laptop au bureau, sur un contenu professionnel, qui je sais va te faire briller dans ta réunion avec ton boss, là par contre, je vais te demander plus cher. Donc ça, c'est 2 exemples, mais pour illustrer un peu la dynamicité, ce que c'est. Pour vous donner 2-3 chiffres sur les tunnels de conversion des médias et vous allez comprendre l'ordre de grandeur. Lou, tout à l'heure, tu donnais des audiences énormissimes pour celles du monde. On a sorti un rapport, on a 150 à peu près clients médias chez Pool, donc en gros on a notre script sur environ 150 médias dans le monde, des médias print web, que web, professionnels, régional, PQR, PQN, etc. Et donc on a fait un benchmark de 85 médias. Et on a trouvé que donc sur 100 lecteurs qui arrivent sur un site média, donc là je parle de site web, je parle pas app, mais 100 lecteurs qui arrivent sur un site média, on en a que 60% environ qui vont aller sur un article premium, les articles jaunes, là, un article paywallé. Donc vous voyez déjà qu'on en perd 40 là, dans le tunnel de l'abonnement. Une fois que la personne elle est sur l'article premium, il y en a que 52% qui voient le paywall. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas voir le paywall. Le paywall il est trop bas, il charge trop lentement, on scrolle pas jusqu'en bas, surtout quand on est sur mobile. Donc là on repère la moitié des 60% d'avant. Ensuite, les gens qui cliquent sur le paywall, donc ceux qui disent cette proposition de valeur est vraiment intéressante, ou alors le prix est vraiment cool, ou alors j'ai vraiment envie de soutenir le journalisme ce matin. Bon, là il y en a plus déjà que 1,7% qui cliquent et qui se disent « Ok, je vais cliquer sur m'abonner. Je suis intéressé par le fait d'aller plus loin. » Et dernière étape, entre ceux qui ont cliqué, qui voient l'offre, et ceux qui lâchent des sous, qui payent vraiment, avec n'importe quel moyen de paiement, on a une moyenne de 1,3%. Et donc, all in all, à la fin, on a converti à l'abonnement moins de 1% de l'audience totale. Et quand je dis moins de 1%, c'est en fait 0,001%. Alors évidemment, ça dépend des médias. J'ai des gros titres de PQR qui ont des audiences hyper massives. On va être sur ces ordres de grandeur, c'est-à-dire avec 2 ou 3 zéros après la virgule, en taux de conversion globale. Chez des titres plus spécialisés, plus niches de presse professionnelle, plus utiles, donc une proposition de valeur, pour revenir à mon premier point, plus palpable, plus concrète, plus compréhensible immédiatement, on peut avoir des taux de conversion globaux de l'audience qui tournent autour de 1%, 1,5%, 2%. Mais
mais voilà, ça va être sur des titres avec des audiences très affinitaires, très spécialistes. Donc voilà, donc on comprend bien qu'on peut pas demander l'abonnement à toutes les audiences. Quand on voit qu'on transforme en abonné payant 0,0 je sais pas quoi % de son audience, il faut trouver d'autres modes de monétisation. Le troisième des points qui me semble important sur les médias qui réussissent à convertir leur lectorat en abonnés payants, c'est vraiment de rester humble pour les deux raisons précitées. C'est-à-dire que on ne sait pas pourquoi parfois ça va marcher, parfois ça ne va pas marcher. Pourquoi il y a des mots qui marchent, pourquoi il y a des arguments qui font mouche chez certaines audiences, chez d'autres pas. On fait évidemment dans notre secteur beaucoup d'A/B tests. Les A/B tests, vous savez, vous servez à 50% par exemple de votre audience un message et puis à 50 autres %, l'autre % un autre message et puis vous voyez celui qui performe le mieux. On a des éditeurs, par exemple, chez qui on a testé faire un paywall très court, donc c'est-à-dire vraiment très court, abonnez-vous, et puis boum, un bouton pour payer. Et puis chez d'autres, on va faire des paywalls beaucoup plus longs avec la tête du rédacteur en chef, où on va expliquer, bah voilà, soutenez le journalisme, la mission de notre rédaction, c'est ci, c'est ça. En général, quand on rajoute un peu d'affect, ça marche mieux. Mais dans certains contextes, par exemple sur ordinateur, dès qu'on passe sur mobile, un paywall plus court, ça va mieux marcher. On a chez certains éditeurs, on a fait des tests où on teste la hauteur du paywall. Est-ce qu'on le met après 2 lignes, après 3 lignes, après 40% de l'article? Chez certains éditeurs, de le remonter très haut, ça a mieux marché. Et chez d'autres, c'était de laisser découvrir le texte beaucoup plus. Sur The Audiensters, donc notre propre média. Donc nous, on a un média gratuit pour les professionnels. On ne demande pas d'abonnement. En revanche, j'ai quand même installé ce qu'on appelle un data wall sur certains de nos contenus. Donc un data wall, c'est que je masque les 80% de mon article et je demande aux gens qui me lisent de me laisser leurs coordonnées, de me donner leur nom, leur prénom, nom d'entreprise et leur adresse mail pro. Pour lire le contenu. Évidemment, moi, ça me sert à faire de la lead generation et à choper des noms de prospects derrière. Et donc ça, j'ai lancé un A/B test quand on a lancé notre média, donc à peu près comme vous, en octobre. Sur 50% de mon audience, j'offrais d'abord un article, puis, donc c'est-à-dire je laissais complètement ouvert, je mettais 0 message. L'article était complètement ouvert. Et au deuxième article que la personne lisait, je lui disais, bon maintenant t'es gentil, au bout de 2 paragraphes, tu me dis qui tu es, et ensuite je te débloque. Donc ça, la moitié de mon audience. L'autre moitié d'audience, je demandais, dès le premier article visité, j'avais mon data wall et je demandais à la personne de me laisser ses coordonnées. Intuitivement, on se dit, bah c'est sûr, tu vas choper plus de leads si tu n'offres pas d'article. Si tu mets ton péage directement sur le premier article, et ben c'est complètement faux. Enfin, en tout cas pour nous, ça a été complètement faux. J'ai eu un taux de complétion de mon formulaire, donc de mon data wall, qui est à 14%. Quand je le demandais directement au premier article, ce qui est déjà un très beau taux de conversion, hein. C'est du formulaire, c'est gratuit, mais 14% c'est déjà très bien. Mais il est passé à 20%, enfin il est même resté à 20% quand j'offrais d'abord un article, puis que je demandais les coordonnées. Donc que j'avais réussi à prouver ma valeur. En fait, d'abord, de dire, regardez, c'est pas trop con ce qu'on écrit, laisse tes data, abonne-toi à la newsletter. Donc en gros, voilà, faut tester. Très bien. Ça passe très vite, 50 minutes. On a tellement de sujets à aborder. Je vais peut-être faire un petit résumé en 2 minutes. On sent qu'il y a peut-être une question de la salle. On peut demander, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui écrivent des newsletters? Il y en a quand même quelques-uns. Très bien. Vous pourrez aller parler à Adrien après. Peut-être une question, oui, on a un micro qui circule. J'avais une question justement sur les newsletters parce que ça m'a toujours surpris parce que vous dites globalement il faut qu'on soit indépendant des réseaux sociaux, etc. Comment vous faites pour que les gens s'inscrivent à la newsletter comment vous faites la promotion des newsletters si on n'utilise pas les réseaux sociaux par exemple? Ça peut être aussi bien pour Politico que pour... Excellente question. Vraiment, c'est une excellente question. C'est la question de la dépendance. En fait, c'est que malheureusement, il faut utiliser les réseaux sociaux. Donc, moi vraiment, j'aime pas trop Twitter, etc. Mais allez-y, c'est sur Twitter que ça se passe. LinkedIn, Insta, et si vous aimez la vidéo, TikTok. Vraiment. Là, c'est le Far West en ce moment. Il y a un nombre de leads à aller chercher, et donc ça, c'est mandatory, il n'y a pas le choix. Et c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut vraiment... faut y aller. Après, il y a pas mal d'autres stratégies. En tant que
plateforme, nous, à notre mesure, hein, on se veut une marketplace, on se veut un espace où on va faire découvrir des auteurs, des textes, des newsletters, donc on va vous mettre en avant. On a 300 000 lecteurs, ce qui n'est pas foufou, mais c'est déjà quelque chose, puis ça croît assez vite, donc on va vous pousser en avant sur les homepages, sur les pages thématiques, sur les réseaux sociaux. On va utiliser, par exemple, seulement, il y a 2 trucs qui marchent dans les newsletters. Les recommandations, c'est un tel qui vous recommande, qui vous envoie du trafic, donc ça, on l'organise. Et les gens peuvent s'envoyer du trafic entre thématiques similaires ou audiences similaires. Et le deuxième truc, ça c'est connu, hein, c'est le parrainage, le referral. Donc la newsletter qui cartonne comme ça s'appelle Morning Brew. Et c'est vraiment bête comme chou. Hein. Ils disent à leurs lecteurs, si tu me ramènes des lecteurs, je t'offre un mug, un t-shirt, un tote bag. Vous allez dire non mais c'est nul. Et ça marche. Ça marche vraiment. Donc nous on a un outil d'ailleurs de referral comme ça, hyper facile à utiliser. Ça fonctionne hyper bien. Si je peux ajouter quelque Politico, chose. je pense que vous avez aussi vos exemples. Et on fait partie du même groupe que Morning Brew d'ailleurs. Axel Springer. Axel Springer. Pour nous, c'est vraiment, et je parle surtout des newsletters gratuites, je sais que mon concurrent le lit, donc je dois le lire aussi. Il y a vraiment en anglais on appelle ça le FOMO. C'est vraiment genre si je lis pas le Playbook Paris à 7h du mat tous les matins, je sais que je vais me retrouver en réunion et quelqu'un va dire quelque chose et que je suis pas au courant et que je vais avoir l'air d'un imbécile. Donc il y a vraiment ce genre je sais que tout le monde dans le kilomètre carré le lit, donc je dois le lire aussi, sinon je fais pas partie du club, je fais pas partie de cette communauté de décideurs et d'influenceurs politiques. Donc je pense qu'il y a ça. Bien sûr, on fait beaucoup de médias sociaux aussi, c'est inévitable, mais on s'est rendu compte que c'est la courbe des news en fait qui change tellement de choses. Je me rappelle, on a lancé une grande campagne pour London Playbook l'année dernière qui nous a amené genre 3000 abonnés. Et la semaine après que la campagne soit finie, la reine est morte. Notre taux de visite sur le site d'Angleterre a doublé et il y a eu 3000 abonnés à London Playbook gratuitement. Donc bien sûr, mon équipe était un peu en mode on a fait tout ça pour rien. Mais c'est un mélange. C'est un ciblage plus ciblé, je dirais, par mon équipe et un peu plus aléatoire quand il y a une grande histoire sur le site, par exemple. Donc, on peut prendre une dernière question. Je ne sais pas si le micro... Merci. Une question de précision d'abord à propos du Monde. Les abonnements numériques sont majoritaires. Est-ce qu'on peut avoir le ratio abonnement numérique à beau papier et le pourcentage de l'abonnement numérique dans le revenu total? Et puis aussi une question, cette tendance de fond du payant numérique, depuis combien de temps ça prend vraiment une accélération? On a vu il y a une dizaine d'années le Times, le New York Times, etc., qui se sont mis petit à petit à le faire. Je sais que le Monde les regarde beaucoup. Et sinon, j'ai une question en parenthèse, mais hier, il y avait une conférence sur les newsletters et Newsletter is the new podcast, je crois que c'était le titre. Et en fait, quelqu'un a dit une idée aussi, c'était de croiser les newsletters, de faire des partenariats, parce que les gens qui aiment les newsletters aiment en lire d'autres aussi. Il y a une sorte de goût et qu'on pouvait, à peu de frais, finalement avec assez peu de risques, essayer d'avoir des partenariats. Est-ce que c'est des choses qui se tentent beaucoup? Alors on va peut-être juste répondre aux questions sur les chiffres et puis après on va devoir... La première question c'était, donc on a sur les 565 000 abonnés totaux qu'on a, il y en a 85% qui sont numériques. Voilà. Même plus aujourd'hui. Le chiffre d'affaires, les abonnements représentent 50% des revenus et on va dire que les abonnements numériques représentent 30% des revenus totaux. Voilà. Et depuis quand ça a été un travail qui s'est fait sur plusieurs années. Moi, je suis arrivée en 2015. On a vraiment vu l'essor progressif des abonnements en 2017. Quelque chose qui a fait vraiment exploser le nombre d'abonnements, c'est notre passage progressif de 30% de contenu gratuit à 60%. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été un travail de la rédaction qui a été très précis et extrêmement patient. En 2017, on était à 30% de contenu gratuit et on est passé à 60% aujourd'hui. On devait être à 62% à peu près aujourd'hui. Contenu payant, pardon. De 30% de contenu payant en 2017, on est passé à 60% aujourd'hui. 60%, c'est le chiffre sur lequel on se stabilise, qui est bien. On essaie toujours un petit peu de le monter, mais il ne faut jamais le faire au détriment de la publicité
ou d'autres revenus. Très bien. Merci à tous les quatre. Vous avez joué le jeu, en tout cas. On vous a demandé des chiffres, d'être concret, d'être précis. Je note quand même qu'il y a vraiment des points communs entre vous tous sur la question de la valeur, qu'est-ce qu'on apporte à nos lecteurs, la question de la communauté aussi, dans les newsletters, mais aussi avec Le Monde, comment on se rapproche de ses lecteurs, comment on va sur les plateformes comme TikTok ou les réseaux sociaux avec les codes de ces communautés pour essayer de toucher ces jeunes. Et puis l'expérimentation, ça je pense que c'est Marion qui l'a aussi bien montré, sur tester, expérimenter. Même avec Le Monde, on a plein d'exemples de diversification. On va aller sur des ateliers, on va aller sur du e-commerce, sur d'autres canaux pour essayer de trouver un modèle qui tient la route. Et je pense qu'on a quand même un message assez positif pour conclure. C'est que les médias aujourd'hui, s'ils arrivent à prouver leur valeur, à toucher leur communauté, à toucher leur public, derrière, il y a moyen de gagner de l'argent au-delà de la publicité, avec de l'abonnement, avec du e-commerce, avec d'autres modes de rémunération. C'est plutôt positif. Je vous remercie. Moi, je vais rester sur scène puisque je vais présenter avec Quentin Franck un petit travail qu'on a fait sur le futur des contenus. J'ai essayé de ne pas plomber l'ambiance parce qu'avec l'IA, il y a quand même beaucoup de bouleversements qui vont arriver. Merci à tous. Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion.